Croissance pour tous. Donc, Croissance pour tous, c'est un programme d'accompagnement à destination des entrepreneurs, solopreneurs, qui souhaitent mettre en place des stratégies de croissance dans leurs activités, qui ont besoin, comme tout entrepreneur, de pouvoir apprendre à se marketer, utiliser au mieux le digital. Comment on fait pour vendre, closer, mon cher Arnaud, on va en parler aujourd'hui. Et donc, dans le cadre de ce programme d'accompagnement, ben, avec, avec Laurent, vous bénéficiez d'un accompagnement dédié et sur mesure pendant une période de 3 mois. On accède à différents types de contenus. Dans le cadre de ces contenus, on a cette masterclass qui est ouverte au grand public, qui nous permettent de partager ben, ce contenu avec tout le monde. Et puis, c'est aussi pour nous le moyen de pouvoir faire un peu plus connaître Croissance pour tous. Ces masterclass, elles ont pour objectif d'être très, très, très opérationnelles. Si vous les suivez, ben, vous devez vous en rendre compte. On espère que ça vous plaît, bien évidemment. On a une promesse avec nos différents intervenants à chaque fois, c'est faire en sorte que, bah, à l'issue de la masterclass, vous puissiez repartir au moins avec une bonne idée, avec quelque chose de très, très concret à mettre en pratique, bien évidemment. Si c'est pas le cas, il faut nous le faire savoir. Mais bon, en général, on arrive à tenir la promesse. En tout cas, on s'efforce, voilà, en étant plus sérieux, de faire en sorte que, ben, si vous nous suivez tous les mardis, vous puissiez du coup piocher un peu dans ces différentes boîtes à outils pour pouvoir après derrière activer ces différentes bonnes pratiques dans vos activités. Ces masterclass, elles traitent de différents sujets. On parle marketing, on parle vente avec technique de vente, ça va être le sujet du jour avec Arnaud, bien évidemment. On parle beaucoup de marketing digital, forcément, également d'intelligence artificielle, puisque ben, de plus en plus ces outils d'IA sont invités dans la partie, notamment pour ce qui concerne la prospection commerciale, mais pas que. Et puis on a de temps en temps également des coachs qui interviennent pour ben, nous parler plus développement personnel, travailler un peu la posture, la motivation. Voilà. Comme ça, différentes interventions sur le sujet. Toutes ces masterclass, vous pouvez les retrouver en ligne sur la chaîne YouTube de Croissance pour tous. Bonjour mon cher Jean-Philippe, ravi de t'avoir avec nous ce soir. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces masterclass sur la chaîne YouTube de Croissance pour tous et également sur les profils LinkedIn de Laurent Hannay et de moi-même, puisque, encore une fois, ces masterclass sont streamées. Voilà pour les présentations. Si vous souhaitez, suite à ces sessions, si vous avez des questions, ben, vous pouvez joindre à la fois l'intervenant qui va se présenter bientôt, donc Arnaud Ciel, sur LinkedIn, j'imagine Arnaud, mais vous pouvez également me joindre, Olivier et Laurent Hannay, également sur LinkedIn. C'est vraiment le canal sur lequel on est connecté. On se connecte très, très, très régulièrement. Et c'est vraiment un canal pour lequel on est facilement joignable. Et puis, si on n'est pas connecté sur LinkedIn, profitez-en pour nous envoyer une demande d'invitation. Et on se fera un plaisir d'y répondre favorablement. Voilà, le préambule, comme c'est d'usage, est fait. Donc, j'ai ce soir ben, le plaisir d'accueillir Arnaud Ciel. Avec Arnaud, on se connaît, on se côtoie, on se fréquente depuis un moment déjà. J'ai pas envie de le dire depuis combien de temps parce que malheureusement, les années passent. Et pour être tout à fait transparent, mon cher Arnaud, quand j'ai préparé ce webinaire avant d'entrer dans la salle, je lui dis, bon, tiens, je vais quand même parler, tu vas te présenter, mais j'avais envie de parler de ton activité et notamment de tes différents bouquins parce que tu as écrit beaucoup de livres sur la vente, comme notamment Réussir votre développement commercial, où tu en es à la troisième ou quatrième édition, je ne sais plus, quatrième. Voilà. Et comme je sais que tu as écrit, donc ce sont des bouquins que vous retrouvez en ligne, vous pouvez les acheter chez tous les libraires de la place, édités chez Duno. Ce sont vraiment des boîtes à outils très pratico-pratiques. Et pourquoi je souris? Parce que comme je sais que tu as écrit plusieurs bouquins, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller sur Internet pour revalider le nom des bouquins. Et quand j'ai tapé donc livre de Arnaud Ciel, bibliographie, j'ai vu une photo, mon cher Arnaud, de toi qui commence à dater. Et donc là, je vois quelques cheveux blancs poussés sur le haut de ton Non, c'est crâne. Pas du tout. la caméra. C'est la caméra qui fait ça. Mais je me mets dans l'eau. Et donc, c'est vrai que ça fait quand même. Et là, c'est là, en fait, ça m'a fait réaliser que ça doit faire au moins une bonne dizaine d'années
entre guillemets, qu'on se fréquente et qu'on anime à la fois des webinaires, mais également des conférences. On en a fait une il n'y a pas longtemps avec les DCF et l'IPE 13 dans la banlieue de Marseille, qui était très, très, très sympa. Donc voilà, donc j'ai le plaisir, on a le plaisir de se suivre depuis longtemps. Donc toi, Arnaud, tu es vraiment un expert en développement commercial. Tu vas te présenter avec ton cabinet CA+. Tu accompagnes les entrepreneurs, les TPE, pour les aider à vendre plus et plus vite avec ton accompagnement. Mais écoute, je vais te céder la parole, bien évidemment, pour ce webinaire, donc, qui était une session donc dédiée à la vente, aux techniques de vente, sur un sujet alors pour le coup, on communique beaucoup sur ces webinaires, mais j'ai eu énormément de messages en retour de personnes qui s'excusent de ne pas être dans le Zoom, mais qui vont consulter le replay. Donc, je vous salue tous, toutes celles et ceux qui nous ont répondu, parce que cette thématique de la vente, elle concerne d'abord, toutes les entreprises, les entrepreneurs, et souvent, nous, ce qu'on s'aperçoit, je parle sous ton contrôle, c'est que quand on est entrepreneur, on propose un produit, on propose un service, en tout cas, on a un réel savoir-faire. Et souvent, le talon d'Achille, c'est comment faire pour trouver des clients. Et dans la partie trouver des clients, c'est toute cette partie technique de vente commerciale. On n'a pas tous été formés au commercial, mais même si on l'a été, même si on a beaucoup de bouteilles, c'est toujours, toujours très intéressant de revisiter un peu les bonnes pratiques, parce que moi, je dis souvent, une vie ne suffit pas à acquérir toutes ces techniques de vente. Et donc, je trouve très, 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 très intéressant de revisiter en permanence ces techniques. Et le webinaire comment faire du commercial quand on n'est pas commercial, ou dit autrement, faire du commercial, le commercial pour les nuls, quoi. Mais je suis sûr que je vais apprendre plein de choses dans cette session. C'est des sujets qui sont hautement importants, parce qu'on sait bien, on le sait tous, que le commercial, c'est le nerf de la guerre dans nos activités. Et donc, Arnaud, encore merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Je te cède la parole, et puis comme indiqué en préambule, je me permettrai de t'interrompre si j'ai des questions. Donc je fais office de modérateur ce soir, et je me permettrai de te les relayer si c'est OK pour toi. Mais bien sûr, tu sais que tu es pour moi un monsieur loyal parfait. Donc oui, 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 mille fois oui. Et, et par voie de conséquence, vous qui assistez à ce webinaire en direct, évidemment en replay c'est un peu plus difficile, mais pour vous qui assistez en direct, n'hésitez pas à utiliser la zone de chat pour poser vos questions, vos réactions, et de façon à ce que nous ayons un, un webinaire le plus vivant, le plus interactif possible. Merci Olivier pour ce lancement, merci pour cette invitation. Je crois que tu as tout dit. Donc moi je m'appelle Arnaud, Arnaud Ciel, et depuis 21 ans, en fait, pour être précis, depuis 2003, je fais du conseil en marketing et en développement commercial pour les entrepreneurs, pour les solopreneurs, pour les patrons et les patronnes de TPE et de petites PME. En tous les cas, celles et ceux qui doivent être en même temps dirigeants de leur petite entreprise et en même temps commerciaux. Comment conjuguer ces deux rôles? Comment dépasser éventuellement certaines appréhensions, certaines difficultés, et comment réussir? Parce que je pense que le point de départ, c'est que nous sommes tous convaincus que c'est le nerf de la guerre. Un des meilleurs slogans d'une organisation patronale dont nous sommes tous les deux adhérents d'ailleurs, Olivier, un des meilleurs slogans qui ait jamais trouvé le MEDEF, c'était: l'argent n'est pas dans la poche des patrons, il est dans la poche des clients. Et voilà un slogan qui est extrêmement pertinent, surtout pour les petites entreprises. La plupart d'entre nous, on a créé notre entreprise, on n'avait généralement pas des millions en poche. J'écoutais un podcast récemment d'une jeune femme qui a créé une entreprise qui est en train de très bien réussir dans l'univers très concurrencé des cosmétiques. Elle expliquait que son capital de départ, c'était son 13e mois d'employé à la sécurité sociale à l'époque. Et c'est avec ça qu'elle a constitué le capital de départ de son entreprise. Donc, l'argent n'est pas dans la poche des patrons, c'était un très bel exemple, il est dans la poche des clients. Donc, comment on va
leur proposer de nous donner un petit peu de sous, un petit peu de l'argent qu'ils ont, les clients, comment leur donner envie de nous donner un petit peu de ces sous, eh bien c'est ce que je vous propose que l'on voit. Donc, pendant les répétitions, on a vu que le partage d'écran marchait. Est-ce qu'il marche toujours? Mais oui, c'est formidable. Ça marche très bien, mon cher Arnaud. Ouais. Donc, comment faire du commercial quand on n'est pas commercial soi-même? Pire encore que ça n'est peut-être pas notre tasse de thé. Alors, tu as raison, on pourrait passer toute une vie sur ce sujet et il en faudrait peut-être même plusieurs de vies pour devenir meilleur parce que c'est un domaine dans lequel on n'a jamais fini d'apprendre. Donc là, le challenge, c'est que d'ici 17h45, chacun d'entre vous repartit avec au moins une bonne idée, au moins une bonne pratique. J'espère qu'on en aura plus. D'ores et déjà, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous proposer deux clés. Il va y en avoir beaucoup d'autres, mais déjà de vous proposer au moins deux clés. Comment réussir à faire du commercial quand on n'est pas commercial, comment conjuguer sa posture de dirigeant et en même temps une posture de commercial. Deux clés. On commence par la première. C'est parti. Alors, elle mérite peut-être explication. Mais la première clé de succès, c'est de constituer une équipe commerciale imaginaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire qui peut sembler un peu farfelue? Oui, c'est une équipe commerciale, on va constituer une équipe commerciale imaginaire. Évidemment, on ne va pas se dire bah, c'est super, j'ai résolu mon problème de patron-vendeur, j'embauche 4 commerciaux et ils font le job à ma place. Non, de toute façon, on n'a pas les moyens d'en embaucher 4, on n'a même pas les moyens d'en embaucher un. Mais l'idée, c'est d'embaucher une équipe commerciale imaginaire. Je m'explique autrement. Un des pièges quand on est entrepreneur, c'est de se dire ça y est, je suis le patron, je suis la patronne, je fais ce que je veux, je suis libre et je n'ai plus aucune contrainte, c'est merveilleux. Et c'est d'autant plus merveilleux que souvent, la plupart d'entre nous, nous créons notre entreprise après avoir été salariés. Souvent. Il y a des contre-exemples. Il y a des gens, ils sortent à peine de l'école, voire ils vont même pas à l'école, ils sont tout de suite entrepreneurs. Ils sont plutôt rares. La plupart d'entre nous, on a souvent un parcours de salarié avant dans l'entreprise, qui a d'ailleurs pu nous frustrer. Et on a potentiellement d'ailleurs mal vécu les contraintes de la vie de salarié. Et là, on se dit, bah, c'est génial, maintenant je suis libre. Je fais ce que je veux. Et là, c'est le début des problèmes. Parce que si je fais ce que je veux, et qu'en plus, j'ai pas forcément toute l'appétence nécessaire vers la démarche commerciale, il se peut que je considère les tâches commerciales à mener comme une espèce de variable d'ajustement. Je le ferai quand je voudrais, je le ferai quand je pourrai. Et nous connaissons tous le triste sort des variables d'ajustement. Elles sont tuées. Donc, moi, je crois beaucoup à la dimension presque schizophrénique du chef d'entreprise, a fortiori de celle ou celui qui est un solo. Et je crois beaucoup aux vertus de segmenter dans sa tête les différentes casquettes que l'on a. Bien sûr qu'on a une casquette de dirigeant, on a même une casquette de stratège. Et c'est sous cette casquette que l'on va prendre le temps de réfléchir à son positionnement, à sa stratégie, à ses cibles. On va concevoir son plan d'action commerciale. Mais une fois que celui-ci est conçu, imaginez qu'il y a un deuxième personnage qui rentre en scène. C'est plus le dirigeant, c'est plus le stratège, c'est le ou la commercial. Et dans ce cadre, votre équipe commerciale, il faut imaginer même deux éléments supplémentaires. Le premier élément supplémentaire, c'est que le commercial ou la commerciale que vous avez embauché, ben, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est pas un super recrutement. Il ou elle n'est pas très bon. Et pire encore, il est un peu feignant. Il est un peu tir au flanc.
et ce n'est pas un super recrutement que vous avez fait. Et le deuxième élément, qui n'est pas non plus une super nouvelle, c'est que vous décidez d'avoir un management très old school, très autocratique, très autoritaire, très descendant. Vous voyez un peu ce style de boîte? Eh bien, on va s'appliquer ça à nous-mêmes. C'est-à-dire que je vous recommande vivement d'avoir envers vous-même un management commercial très descendant, très autocratique, très directif, très old school. Concrètement, première chose, objectif et feuille de route. Et oui, parce que là encore, à peine libéré du joug de l'entreprise dans laquelle nous étions salariés, on se dit c'est super, je suis libre. Pendant des années, j'ai eu un chef qui me faisait suer, pour pas dire autre chose, avec des objectifs tous les trimestres. C'est fini maintenant, je fais ce que je veux, j'ai même plus d'objectifs. Mmh, mauvaise idée selon moi. Surtout que vous vous rappelez, on a embauché un commercial qui est pas très très bon et un peu feignant. Donc on a intérêt, comme on dit familièrement, à le marquer à la culotte. Donc à lui assigner un objectif. Objectif évidemment de chiffre d'affaires, de conquête de nouveaux clients, de marge, de pourquoi pas de panier moyen, mais dans tous les cas des objectifs très simples, et de traduire l'objectif de chiffre d'affaires, ce que j'appelle en feuille de route, c'est-à-dire en volume de travail hebdomadaire. Et pour cela, je vais vous montrer un exemple théorique, enfin bien réel, anonymisé, mais bien réel. Supposons, on, on est, on est le 21 mai, vous avez fixé pour votre petite entreprise un objectif de chiffre d'affaires cette année de 262 000 euros. En très concret. La première chose à mesurer déjà, c'est quel est le chiffre d'affaires que vous avez déjà réalisé et facturé. Alors là, bonne nouvelle, on est sans doute beaucoup plus avancé que le 21 mai. Vous avez déjà réalisé, déjà facturé 160 350 euros. Deuxième ligne qui est intéressante à comptabiliser, le chiffre d'affaires que vous avez déjà signé, mais pas encore facturé. Dans cet exemple, 26 000. Ensuite, le chiffre d'affaires probable avec les clients existants. Et oui, ça, c'est une première cible super intéressante à travailler sur le plan commercial et qui est souvent très maltraitée. C'est très paradoxal, c'est la cible la plus facile à travailler sur le plan commercial et pourtant, c'est bien souvent celle qu'on délaisse. Non, on a intérêt à chiffrer un objectif avec les clients existants, c'est-à-dire ceux avec lesquels j'ai déjà travaillé les années précédentes et je dois être capable, normalement, en B2B, d'estimer le chiffre d'affaires que je peux réaliser avec eux cette année. Et enfin, le chiffre d'affaires probable avec les propositions commerciales que j'ai déjà émises. Dans beaucoup d'entreprises, on appelle ça le pipe. C'est les propositions commerciales, les propales, comme on dit, que j'ai, qui sont dehors et où on m'a dit, pour l'instant, pas encore oui, pas encore non. Si je fais 262 000, moins 160 350, moins 26 000, moins 12 000, moins 17 000, ça me laisse un reste à faire de 46 650 euros dans cet exemple. Toujours dans cet exemple, j'ai un panier moyen quand je signe une affaire de 8 500 euros. Ça veut dire que pour faire mes 46 650 euros, il faut que je réalise 5 ventes avec les arrondis. Ce que j'ai constaté les années précédentes ou les mois précédents, c'est que je suis capable de signer 30% des propositions que je réalise, ce qui est très honorable. Ça veut dire que pour signer 5 affaires, il faut que je réalise 18 propositions. Pour réaliser 18 propositions, combien de prospects faut-il que je rencontre lors d'un premier rendez-vous? Moi, comme je suis très créatif, très créatif, un premier rendez-vous avec un prospect, j'appelle ça un R1. Et j'ai constaté que quand je faisais un R1, dans 75% des cas, j'étais capable de faire une proposition.
Ce qui veut dire, si vous me suivez toujours, que pour faire mes 18 propositions, il faut que je fasse 24 heures. Combien de semaines de travail me reste-t-il? Dans cet exemple, il m'en reste 15. Ça veut donc dire 24 divisé par 15 qu'il faut que je tienne un rythme de 1,6 R1 toutes les semaines. C'est ce que j'appelle la feuille de route. Et plus je suis focalisé sur cette feuille de route, plus grandes sont mes chances d'atteindre à la fin de l'année et d'avoir atteint à la fin de l'année mon objectif de chiffre d'affaires. Donc l'idée de non seulement fixer un objectif de chiffre d'affaires, mais aussi et surtout de le transformer en volume de travail hebdomadaire. Parce que, vous vous rappelez, on a embauché un commercial qui est pas très bon et un peu feignant. Et donc, il faut qu'on le marque de près et que toutes les semaines, ou tous les 15 jours dans cet exemple, parce que 1,6, on aura du mal à le mesurer, on soit capable de lui dire, est-ce que tous les 15 jours, tu as bien 3 nouveaux rendez-vous avec des prospects? Alors, on me pose une question, mon cher Arnaud, Mais oui, Olivier. sur l'exemple que tu as montré. Ce que tu as montré, j'essaye de reformuler la question. Donc là, j'imagine c'est un fichier Excel. Donc c'est une trame, on va dire, standard qui peut s'appliquer en B2B à différents métiers. Et où est-ce que tu préconiserais à la place peut-être d'utiliser un CRM ou dans les CRM que tu pourrais préconiser? Est-ce qu'on va retrouver ce type de trame, ce type où c'est... Bon, voilà, en gros, où est-ce que c'est très simple, mais ça permet déjà, premier niveau, entre guillemets, s'auto, s'auto-évaluer et pouvoir avancer déjà dans un premier temps. Alors, pour essayer finalement de répondre à, parce qu'il y a plein de réponses, ou plein de questions finalement dans Oui, ça. oui, oui. Et j'essaye un peu Ok, de la reformuler. à ma connaissance, ça n'existe pas dans les CRM. OK. À ma connaissance, mais je me targuerai vraiment Oui, oui, bien sûr, bien sûr. qui a une vue exhaustive des CRM. L'offre est pléthorique. À mon avis, ça se fait très bien avec Excel. Là, c'est une copie d'écran d'un fichier Excel d'ailleurs. Et d'autant plus que ensuite, chaque business va avoir des spécificités qu'il est très facile d'adapter dans Excel, alors que un outil tout prêt sur une CRM du marché va rarement coller à nos besoins spécifiques en la matière. Donc, moi, je serais d'avis de le faire avec Excel, parce que ça va vraiment permettre de bien coller Et à la customiser, ouais, bien sûr. de notre business. Et c'est plutôt une configuration, effectivement, B2B. Dans un Oui, exemple, clairement. Oui, est-ce que ça répond à la oui, question? oui, très bien. La suite logique de cette feuille de route, c'est de prévoir le volume de travail hebdomadaire. Et je dirais même d'aller jusqu'au planning dans l'agenda. Eh oui, c'est la seule façon. Oui. C'est-à-dire que, et d'aller même jusqu'à cette logique de j'ai pris des rendez-vous dans mon agenda. J'ai pris des rendez-vous pour faire du travail de sourcing, du travail pour identifier des prospects. J'ai bloqué du temps dans mon agenda pour faire de la prospection. Téléphone, par email, par peu importe presque. Mais dans tous les cas, j'ai bloqué du temps pour mener mes actions de prospection. Parce que si je ne sanctuarise pas ce temps-là dans mon agenda, il se passera plein d'autres choses à la place. Oui, puis Également, on a toujours une bonne excuse pour faire autre chose que du commercial. alors qu'à la base, nous étions pleins tous de bonnes intentions. C'est le boom des inscriptions dans les salles de gym entre le 1er et le 15 janvier. Il faut un énorme chiffre d'affaires en inscription. Et ensuite, du 15 janvier au 30 janvier, les salles sont combles. Mais à partir du 1er février, c'est à nouveau beaucoup plus calme. Et malheureusement, on va toucher aucun fruit
de nos efforts si ceci dure juste 15 jours. Dernier point qui va être important dans le management de notre équipe commerciale imaginaire, c'est de mesurer les performances de notre commercial. Quel est justement son taux de signature, son taux de transformation, son efficacité, de façon à pouvoir manager notre ressource commerciale. On va s'auto-manager, on va se féliciter sur ce qui est bon et on va travailler à s'améliorer sur ce qui est beaucoup moins bon. Voilà ce que je voulais vous dire, partager avec vous dans cette idée d'équipe commerciale imaginaire. C'est de se séparer entre notre rôle de dirigeant et notre rôle de commercial. Et c'est d'autant plus important, pour prendre un dernier exemple très trivial, si le ou la dirigeante a décidé que on avait une excellente cible à prospecter, c'était les boulangers. Ça, c'est le stratège qui a pris cette décision. Le commercial qui va exécuter, comme on est une nouvelle fois dans une boîte très old school, il la ferme et il prospecte les boulangers, pour parler de manière très grossière. C'est qu'il n'a pas le droit, il ou elle n'a pas le droit de dire mais attends, les boulangers, est-ce que c'est une bonne idée? Moi, franchement, finalement, je pense que ça serait mieux de prospecter les bouchers charcutiers. Non. Il se tait, il exécute. On lui a dit de prospecter les boulangers, il prospecte les boulangers, point à la ligne. Une nouvelle fois, on est dans une boîte à l'ancienne. Il n'y a pas de management participatif du tout. Il ou elle exécute, il ou elle prospecte les boulangers. Clé numéro 2. Ça va peut-être sembler une évidence pour beaucoup, mais on a besoin d'un plan d'action très clair. Un vrai plan d'action commercial. Un vrai plan d'action commercial, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'évoquais à titre d'exemple à plusieurs reprises. Premier point essentiel, vital dans un plan d'action commercial, ce sont les cibles. Sur quelles cibles avons-nous décidé de concentrer nos efforts? Alors, j'évoquais déjà précédemment une première cible qui s'impose, de mon point de vue, les clients existants. C'est-à-dire les clients à qui nous avons déjà émis au moins une fois une facture, doivent constituer notre cible prioritaire. Un jour, un client a eu un aphorisme qui était une vérité terrible. Il dit le problème, c'est qu'on est trop confiant avec les clients et pas assez confiant avec les prospects. Cette phrase était d'une justesse terrible. Bien sûr qu'on est trop confiant avec les clients. On pense qu'ils sont acquis. Quelle terrible erreur. Les clients n'appartiennent à personne. Je me souviens d'avoir passé au siècle dernier 8 ans dans une entreprise où sur tous les murs étaient affichés les clients n'appartiennent à personne, sauf à ceux qui savent les séduire, les satisfaire et les suivre. Prospectons nos clients. Considérons nos clients comme nos premiers prospects. Et bien souvent, on a là un potentiel de clients de dingue. Mais très concrètement, ça veut dire par exemple être capable de retourner chez ses clients régulièrement et de découvrir à nouveau leurs besoins. Dans une autre vie, quand je manageais des équipes commerciales, j'adorais poser cette question aux commerciaux. Je dis, tiens, dans ton portefeuille, tu as le client Allocio. Oui, oui. Tu peux me montrer la dernière fiche de découverte que tu as faite de ton client Allocio? Et souvent, le commercial me faisait cette même réponse. Je disais, ah, tu es con. Ah bon, pourquoi? Mais c'est un vieux client Allocio. Très Ah, vieux, oui. très très vieux.
Donc, la fiche de découverte que tu as faite de ce client il y a 10 ans, puisque tu évoquais qu'on se connaissait depuis il y a au moins 10 ans, quand nous étions à l'époque jeunes et beaux, que nous avions pas le moindre cheveu gris. Euh, donc, la découverte que tu as menée de ce client il y a 10 ans est toujours d'actualité. Depuis, l'entreprise de M. Alossio a été cryogénisée et ses besoins, ses caractéristiques n'ont rien changé. C'est intéressant, tous les ans, et j'allais dire peut-être tous les jours, de s'intéresser aux nouveaux besoins et aux nouvelles attentes de nos clients. Vous imaginez si vos fournisseurs vous appelaient en disant ben, bonjour monsieur, vous êtes client chez nous depuis X années et je vous en remercie. Je vous remercie de votre fidélité parce qu'elle nous honore, mais également elle nous oblige. Et je serais heureux qu'on prenne un moment pour que vous m'expliquiez comment votre situation évolue, comment vos attentes évoluent, comment vos besoins évoluent, parce que j'aimerais continuer de vous satisfaire au mieux. Je pense que rares seront les clients qui nous enverront promener si on leur dit ça. Je pense qu'ils seront au contraire plutôt très très contents qu'on fasse ça. Donc, cible numéro un, nos clients. Cible numéro 2, spontanément, j'aurais envie de vous proposer des prospects qui ressemblent à nos clients existants et même dans l'idéal qui ressemblent à nos meilleurs clients. Il y a un outil que j'aime bien dans les outils de prospection de fichiers, pardon, de génération de fichiers. Il y a un outil que j'aime bien dans lequel je n'ai absolument aucun intérêt financier qui s'appelle Corporama. Dans Corporama, il y a une fonction que j'adore qui s'appelle entreprise similaire. Elle est magique, cette fonction. Parce que vous mettez la fiche de votre client préféré adoré. Rien. Tiens, par exemple, tiens, vous avez pour client bah, tiens, une entreprise que tu connais aussi, Olivier, tu le connais bien. Prenons une entreprise, une belle entreprise de la région, Fider. C'est une belle entreprise de négoce informatique. Si vous mettez Fider dans Corporama, vous accédez à sa fiche. Supposons que ça soit votre client préféré adoré. Si vous appuyez sur entreprise similaire, et ça va être magique, il va vous donner toutes les entreprises de la même région, sur la même activité, qui font des chiffres d'affaires tout à fait comparables et qui, par voie de conséquence, risquent d'avoir des besoins très, 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 très analogues et auprès desquels la référence de votre client peut être extrêmement pertinente. Voilà quelques exemples très concrets pour identifier des cibles. On pourrait passer même tout le reste de l'après-midi sur comment définir ces cibles, mais déjà, il y a un premier travail important à mener pour identifier ces cibles. Il y a une entreprise célèbre dans l'univers commercial qui s'appelle toujours Rank Xerox. Rank Xerox avait inventé, à l'époque, on ne parlait pas de lead, à l'époque, on parlait de suspect. C'était le stade avant prospect, ça s'appelait suspect. Moi, je trouvais que ça te fait sourire, Olivier, ça te rappelle des souvenirs de quand tu étais Oui, enfant, c'est ça, quand tu étais en culotte courte. Euh, exactement. mais ce terme de suspect, il est très, très, très pertinent. Parce que qui est suspect aux yeux de l'enquêteur policier? C'est celle ou celui qui répond à la question suivante, c'est à qui profite le crime? C'est comme ça qu'on se retrouve sur la liste des suspects. Parce qu'on aurait intérêt à ce que le colonel Moutarde soit mort. C'est pour ça qu'on finit sur la liste des suspects. De la même façon, suspect avant prospect, c'est qui a intérêt finalement à travailler avec nous. La meilleure définition du prospect, c'est le prospect qui nous engueule quand on l'appelle parce qu'il nous dit mais vous ne pouviez pas m'appeler plus tôt, imbécile, tellement notre offre revêt de la pertinence pour lui. Donc ça, c'est le premier sujet dans le plan d'action. Deuxième sujet, le cycle de vente. Alors qu'est-ce que j'appelle le cycle de vente? C'est de décider, c'est la tactique. Je décide en combien de rendez-vous je vends.
Oui, je le décide à l'avance et je le décide une bonne fois pour toutes. Parce que si je ne le décide pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais subir mes rendez-vous. Et je vais avoir la vie d'un bouchon dans une rivière. Vous avez déjà vu la vie que mène un bouchon dans une rivière? Ça fait rêver. Il subit. Il ne maîtrise absolument pas où il va. Et des fois, il parcourt 4 fois rien et il finit coincé derrière un rocher. Et des fois, il parcourt toute la rivière et puis il finit même sur une belle plage où il rencontre une belle bouchonne et ils ont une vie heureuse tous les deux. Mais il n'a rien maîtrisé. Décider d'un cycle de vente, décider d'une tactique commerciale, c'est de décider, par exemple, tiens, dans mon cas, moi j'ai décidé d'avoir un cycle de vente en 2 temps. J'ai un R1 et un R2. J'ai un R1 durant lequel je présente très brièvement mon offre et surtout je passe beaucoup de temps à comprendre le besoin de mon client potentiel. Une fois que j'ai compris, ben, je clôture ce premier rendez-vous parce que de toute façon, j'ai besoin de temps pour concevoir une offre et je fixe tout de suite un deuxième rendez-vous que j'appelle avec beaucoup de créativité le R2 au cours duquel je présente mon offre. Et là, mon objectif, ben, c'est que le client me dise oui ou non. J'ai un cycle de vente en 2 temps. On peut avoir un cycle de vente en one shot. On peut avoir un cycle de vente, ce qu'on appelle le cycle de vente complexe, cycle de vente long, où j'ai R1, R1 prime, R1 seconde, avant d'arriver au R2. Alors, j'ai pas accompagné des vendeurs de centrales nucléaires, mais en PME, même en cycle long, vente grand compte, j'ai rarement vu des cycles de vente à plus de 5 ou 6 étapes. Mais c'est important de les définir, de les réfléchir et de les décider. Parce que ça va vous permettre d'avoir une tactique dans laquelle vous maîtrisez les choses et dans laquelle vous allez adapter vos outils. Pour prendre un exemple très très concret, si vous décidez de vendre en one shot, en un seul rendez-vous, ça veut dire que vous avez avec vous les outils pour non seulement chiffrer, formaliser votre offre, mais également vous êtes capable de contractualiser en direct. Sinon, ce n'est pas de la vente one shot. Ça mérite vraiment de la réflexion et de la décision. Alors, du coup, j'ai une question, mais comment on fait pour, notamment si on est en création d'activité ou en démarrage d'activité ou si on a peu de recul, qu'est-ce que tu conseillerais pour définir justement le cycle de vente? Alors, si j'étais très taquin, Ouais, il faudrait faire appel à un bon expert de exactement. l'accompagnement et du conseil commercial pour les créateurs et dirigeants d'entreprise. Ça me semblerait une bonne première solution. Toujours si j'étais taquin, bah, tu évoquais cet excellent livre chez Duno, Réussir votre développement commercial, Mm. et que, et plaisanterie mise à part, s'intéresser à la littérature du sujet pour acquérir de la culture et des connaissances peut être une très bonne façon de faire. Euh, En fait, ce qui va guider, est-ce que je peux vendre par exemple, typiquement, est-ce que je peux vendre en one shot? Pour moi, on peut vendre en one shot si on a une offre qui est tellement simple que je peux la tarifer en direct. Première caractéristique. Et deuxième caractéristique, mes interlocuteurs sont des décideurs seniors. Ouais. Par exemple, je prospecte les professions libérales, les patrons de petites entreprises, des gens qui sont capables à la fin d'un rendez-vous de dire bon bah oui. Et ils avaient, parce que ça existe un peu moins, mais à l'époque, ils avaient dans un tiroir, par là, le tampon et le chéquier de l'entreprise. Sans ces deux conditions, c'est-à-dire que je suis capable de chiffrer, de tarifer en direct, parce que mon offre est simple, et j'ai en face de moi des décideurs seniors, il me semble qu'il n'est pas possible de faire du one-shot. Ce qui veut dire que je vais être amené à avoir une vente au moins en 2 temps. Ce qui impose la vente en 2 temps, pour faire simple, c'est
En fait, j'ai besoin de temps pour concevoir une offre. Souvent, dans les métiers de service B2B, on a besoin de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Parfois, moi, j'accompagne certaines entreprises où pour concevoir une offre, il leur faut un jour homme. On ne peut pas rester une journée chez un client en lui disant, faites comme si. Non. Voilà. Euh, c'est pas possible. Donc, on est obligé de partir et de revenir. Euh, enfin, pour répondre à la question que tu as relayée, Olivier, il faut pratiquer aussi. Pratiquer, tester, se rendre compte. Euh, faire du test and learn. Vraiment, voilà. Apprendre en pratiquant. Euh, dans les références encore plus âgées que nous, il y a un monsieur que j'adorais, enfin que j'adore toujours, qui est Jacques Séguéla. Une des phrases de choc de Jacques Séguéla, et Dieu sait qu'il en a prononcé, il y a un con qui marche va plus loin que 10 intellectuels assis. Euh, Pratiquez, testez, et petit à petit, forgez-vous une conviction en vous rappelant que, là c'était Nietzsche qui le disait, les convictions, c'est la paresse de l'esprit. Il faudra rester attentif au fait que ce cycle de vente, peut-être qu'il évoluera aussi. Donc pratiquons. Voilà. J'espère que ça répond à la... Oui, non, c'est très clair. Et du coup, dans la suite logique, hein, je me permets de relayer, mais j'ai pas envie de te couper, puis après, je ferai une synthèse. Mais du coup, tu parlais du R2. Le R2, en général, voilà, si on a un cycle de rendez-vous en 2 temps, c'est le rendez-vous où on va remettre la proposition commerciale. Toi, tu conseilles de remettre toujours les propositions commerciales en physique avec les prospects ou les clients, ou tu peux avoir des cas où tu les envoies par email. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Fais sourire. Alors, La réponse est dans la question, comme on dit. si je cite un extrait de Réussir votre développement commercial, j'invente j'invente une citation qui figurerait dans la Bible commerciale. Et dans la Bible commerciale, il serait écrit: jamais, jamais tes propales tu n'enverras, toujours, toujours tu les présenteras. Je crois beaucoup au fait de présenter ses offres. Il y a une compagnie aérienne, au siècle dernier, qui avait pour slogan: jamais un fax ne remplacera une poignée de main. Aujourd'hui, on pourrait dire: jamais un clic ne remplacera une poignée de main. Alors, après, là où on peut apporter des aggiornamentos à ce dogme, pour moi, le rendez-vous en face à face, il peut y avoir presque quasiment aussi efficace, c'est le rendez-vous en visio. Oui, bien sûr. Et moi qui suis un grand feignant et qui est une grande détestation pour les déplacements, euh, tu vois, juste avant d'ailleurs notre conférence, juste avant cette masterclass, j'ai pris rendez-vous avec un prospect à Paris. Nous avons fixé un premier rendez-vous, et si un deuxième rendez-vous a lieu, les deux se feront en visio. Mais bien sûr, Le gain de temps, il est indiscutable. Et nous nous sommes tous, depuis 4 ans, totalement déniaisés avec la visio. c'est clair. C'est devenu aujourd'hui un non-sujet que de faire des rendez-vous en visio. Bien sûr. Et puis tu Et soignes ton empreinte carbone également. Pas tout à négligeable. fait, tout à fait. Et le rendez-vous en visio est, selon moi, tout aussi efficace qu'un rendez-vous en face à face, parce qu'il permet de présenter l'offre. Et j'insisterai, c'est-à-dire que c'est pas un rendez-vous de remise de l'offre, c'est Non, un non. rendez-vous de présentation. C'est-à-dire que je l'argumente, je l'explique et je réponds à toutes les questions. Et ce rendez-vous, il est, selon moi, indispensable. Et une nouvelle fois, à la limite, là encore, le seul bémol qu'on pourrait apporter pour bien répondre à cette remarque de est-ce qu'on peut l'envoyer, pourquoi pas l'envoyer, mais si le rendez-vous a lieu. Ce qui veut dire que le rendez-vous à ce moment-là a une autre teneur. C'est bon, ben, rebonjour Monsieur Durand, je vous ai envoyé la proposition, vous l'avez lue, qu'est-ce que vous en pensez?
Et le rendez-vous, à ce moment-là, est uniquement consacré, aux questions-réponses et à la discussion sur ce que le client en pense. Mais oui, pour moi, le deuxième rendez-vous de présentation de l'offre est un point de dogme. Alors, on pourrait encore continuer de détailler ce qui va dans un plan d'action commerciale, mais pour rester dans le temps imparti, toujours dans ce travail de préparation du plan d'action commerciale, il me semble important d'avoir réfléchi à ces outils d'aide à la vente. C'est les outils qui, comme leur nom l'indique, permettent d'aider à l'acte de vente et le facilitent. Deux exemples très concrets. Le premier, si nous sommes dans les services, c'est-à-dire dans la prestation immatérielle, c'est important, décisif d'avoir un support qui permet de présenter et de rendre bien concrète, bien matérielle, bien rassurante notre offre. Souvent, la plupart d'entre nous utilisons des diaporamas, des PowerPoint, et je ne vais pas jeter la pierre à cela, puisque j'en fais partie. Ça peut être un très bon support pour présenter son offre en 5-6 minutes maxi. Et c'est important que cet outil-là soit prêt et que le document qui va avec soit prêt. Et qu'on soit prêt notamment parce que beaucoup d'entre nous ont créé notre entreprise autour de nous-mêmes, autour de nos savoir-faire, ce qui implique d'être capable de parler de soi-même avec le juste niveau, sans se dévaluer, sans se tirer des balles dans le pied, et sans non plus faire preuve d'un orgueil démesuré. Donc il y a un juste titre à trouver, un juste équilibre, pardon, à trouver, d'être capable de parler de soi-même, de parler de son entreprise, de ce qu'elle fait en quelques minutes. Ça implique selon moi, de créer un support, mais aussi de préparer, de réfléchir à un texte et de s'entraîner à le déclamer. Steve Jobs était très connu et reconnu pour ses fameuses keynotes, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que chaque keynote, c'était entre 3 et 5 jours de répétition à temps plein. Et c'est marrant, on croit tous qu'on va être capable de faire aussi bien que Steve Jobs avec 0 répétition. Le résultat est souvent pas très positif. On pourrait citer 1000 autres exemples d'outils d'aide à la vente. Peut-être un dernier, on l'a évoqué. Beaucoup d'entre nous sommes amenés à concevoir des propositions commerciales. Un modèle de propal. Voilà un sacré bon outil d'aide à la vente. Notamment, une nouvelle fois, si nous sommes dans des métiers de services, de prestations immatérielles. C'est le seul support concret qu'on va remettre à notre client. Autant dire qu'il est intéressant d'y investir nos économies, notre énergie, notre intelligence pour concevoir un document qui aide à l'acte de vente. Et notamment, par exemple, comme si c'est mon cas, par exemple, si on est très nul en création graphique, en mise en page, mais là, ça vaut vraiment le coup d'investir dans les services d'un bon prestataire, à mon époque, on disait un graphiste, Exactement. un designer, qui va nous créer un vrai modèle de document mis en page, valorisant, sexy, pour aider à nos ventes. Voilà Alors, deux si je, exemples. si je peux aller dans ton sens et abonder sur un outil d'aide à la vente que on utilise chez WSI depuis un moment déjà. Quand je dis un moment, ça doit faire 2-3 ans. Donc, tu vois, ça fait pas si longtemps que ça. Mais ça, j'ai vu l'impact que ça laissait. C'est quand tu remets des propositions commerciales à des clients ou des prospects, c'est de laisser un support papier avec une liste de références de tes clients, avec les noms et les numéros de téléphone sur un document qui est joli, hein, c'est-à-dire qu'il est brandé, etc. Et ça, eh bien, tu en laisses, tu peux en laisser, ben, après chacun a les références, mais ça c'est top. Et moi j'ai vu la différence sur l'impact depuis qu'on fait ça. Je dis pas que ça marche à tous les coups,
mais clairement, l'impact, il est quand même. Mais on va jusqu'au numéro de téléphone. Voilà. Donc, et c'est un document papier qu'on laisse. Ça, testez-le, c'est pas mal. Vous m'en direz des nouvelles. Et je trouve l'idée géniale et je suis très fan. Et si vous remettez sur du papier, imprimé sur du 100 grammes, Ah, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, ça change tout, la teneur d'un document, d'une feuille de 100 grammes, n'a rien à voir avec la teneur en main d'une feuille de 80 grammes, clairement. ou pire encore plus bas. Le toucher, c'est important d'ailleurs de se servir des cinq sens hein, pour vérifier Oui. est-ce que tout ce que je donne à toucher, goûter, sentir, voir et entendre est cohérent avec mon positionnement et rassurant. Pour rester dans le timing et nous laisser du temps pour les questions-réponses, on arrive au terme de ce que j'avais prévu, imaginé, sur ce thème passionnant de comment faire du commercial quand on n'est pas commercial. Comme tu l'as évoqué, je me permets un écran de promo, Olivier. Réussir votre développement commercial, quatrième édition chez Duno. Vous pouvez le trouver chez tous les bons libraires et s'il ne l'a pas fait un scandale et crié bruyamment dans le magasin. Et sinon, vous pouvez le trouver également sur tous les sites de vente en ligne. Non, mais c'est un très bon, honnêtement, enfin, pour l'avoir déjà lu et puis pour y avoir participé, c'est un très bon support. C'est un peu une boîte à outils. Et, et puis sur un sujet, la vente, on apprend toujours des choses. C'est-à-dire que moi, pareil, j'ai quelques bouquins, dont le tien d'ailleurs. Et en fait, quand on revient régulièrement dedans, on réapprend toujours des choses. C'est qu'on croit que c'est pas en le lisant une fois que bah ça, je l'ai lu une fois, j'ai appelé. Ça, c'est vraiment un support. C'est un support dans la durée et j'ai quelques bouquins comme ça et en fait, on revient dedans et on réapprend à chaque fois parce que on est sur des métiers, des fonctions, la vente qui nécessitent de la discipline, de la persévérance. On est sur de la psychologie humaine. C'est jamais gagné. C'est souvent une affaire de détails. Voilà, les détails, c'est important. Et du coup, j'aime bien ça. C'est important d'avoir des supports, une Bible, comme tu le disais, à laquelle se référer pour continuer d'avancer. Pour les quelques minutes qui nous restent, est-ce que tu as encore, Olivier, des questions, des réactions Alors, oui, alors j'ai quelques questions, mais j'essaye de faire un peu le tri parce que tu as abordé beaucoup de choses. Mais bon, des choses. Bah, tiens, qu'est-ce qu'on me dit dans le chat? Les témoignages et coordonnées des clients sont donnés avec les accords signés des clients. Oui, oui, vous pouvez demander les accords signés des clients. Puis moi, j'aime bien aussi ne pas avoir d'accord parce que quand je dis d'accord, donner des références avec le nom de l'entreprise. Alors, donner le 06, je suis d'accord, il faut avoir l'accord de son client. Mais je pars du principe, quand on a des clients depuis longtemps, avec lesquels ça se passe bien, les clients, ils sont toujours OK pour vous rendre service. Voilà. Sinon, vous mettez le nom d'entreprise, le numéro du standard et ça le fait aussi. Mais en tout cas, ça marque. C'est-à-dire que donner une liste de clients de référence et aller jusqu'au nom de l'interlocuteur et numéro de téléphone, ça marque. Voilà, on n'a rien à cacher. On joue de la transparence. Et il y a une différence entre citer des références dans un PowerPoint avec des logos et de laisser un document écrit, bien designé, dit voilà, monsieur le client, chez nous, ça se passe comme ça, regardez, vous pouvez les appeler. Ça, je trouve que c'est assez différenciant. J'ai une question là, j'ai pas mal de questions, mais j'essaye de synthétiser. J'ai une question qui a peut-être à voir un peu avec la promotion qu'on a fait de la masterclass Arnaud. Quelle technique de vente tu préconiserais, ou en tout cas, quelles techniques de vente, selon toi, sont les plus accessibles pour les débutants, personnes qui débutent dans la vente, comment tu t'y prendrais? Bah déjà, vous pouvez re-regarder cette masterclass parce que La regarder plusieurs fois. la regarder plusieurs fois. La regarder plusieurs fois. Allez vite acheter mon livre. Plaisanterie mise à part, je crois pas qu'il y ait euh, une technique qui soit plus adaptée à un débutant qu'une autre. Euh, L'avantage du débutant,
c'est que si il, il applique avec justement de la méthode, du sérieux, tu as évoqué finalement les notions de constance. Euh, Typiquement, j'ai pour accompagner depuis 21 ans des entrepreneurs. J'ai accompagné plus de 450 entrepreneurs. C'est rarement le plus brillant qui réussit. C'est le plus travailleur, le plus méthodique, euh, comme Persévérant, persévérant, peut-être. comme auparavant, ce que je constatais dans les équipes commerciales. Euh, donc le fait d'être débutant, on a tous été débutants dans tout. Euh, je crois que ouais, le fait de la persévérance, de la méthode, de la rigueur, c'est plutôt là-dessus que doit plus que jamais travailler le débutant. Mais tu sais, pour prendre un exemple, j'avais un client qui était un ancien instructeur de parachutisme. Le saut en parachute, c'est quand même quelque chose qui est impressionnant. Moi, j'en ai fait qu'une fois dans ma vie. J'étais un peu mort de trouille quand même au moment de sortir de l'avion. C'est très impressionnant. On comprend bien, on prend bien la mesure du danger. Il me disait que entre du saut numéro 1 au 50e saut, il n'y avait jamais aucun accident. Jamais. Parce que le débutant, il est tellement terrifié qu'il prend sa checklist, il la relit 50 fois et il fait tout ce qu'il doit faire. Et les sauts se passent bien. Les accidents se produisent entre le 51e et le 100e saut. Parce que là, il y a une illusion de maîtrise, il y a une illusion de savoir qui fait que bon, c'est bon, la checklist, c'est pour les débutants, j'y vais. Et là, malheureusement, en parachutisme, l'erreur, Et ça paye, ouais, ça c'est clair, ça dramatique. fait mal. Mm. Elle est immédiatement en vente, c'est moins grave, on perd juste un prospect. Mais typiquement, c'est plutôt au 50e rendez-vous qu'on va faire des bêtises. Parce qu'on dit, bah, ça va, je sais, je maîtrise. Oh, le client, c'est un boulanger, c'est pas la peine de préparer le rendez-vous. Préparer le rendez-vous, c'est pour les débutants. Ouais, ouais. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, alors moi je travaille chez WSI, ça fait 10 ans. Quand je suis rentré chez WSI, on a eu des formations digitales, etc. Et on a eu des formations commerciales. Voilà, sur une franchise, parce qu'une franchise WSI, sur un modèle éprouvé qui fonctionne, etc. Donc moi, bêtement, j'ai écouté, on m'a dit, applique la méthode, ça fonctionne. Tu vas pas la réinventer, la méthode. Et donc j'ai appliqué la méthode. Ouais, et ça a très bien marché. Mais après, dans le temps, forcément, il y a des habitudes, et des mauvaises qui s'installent, forcément. Ouais. Et il y a 2 ans maintenant, j'ai repris un coach chez WSI, un coach commercial, pour justement voir un peu tous les défauts. C'est comme quand on joue au golf, c'est pour ceux qui jouent au golf. Voir un peu, et je me suis aperçu que waouh, effectivement, il y a des vilaines habitudes qui s'étaient installées, et donc de revisiter la posture, le cycle de vente, ça permet de se remettre dans le bon chemin. Et moi, j'ai quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé depuis, tiens, on dit vécu en parapente avec un accident grave, tu vois. Dans le chat, Arnaud, tu peux aller voir Oui, je le vois le, passer. le témoignage. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, qui fait écho à ce qu'on a vu aujourd'hui avec Arnaud, c'est vraiment les objectifs chiffrés, structurés. Voilà. C'est-à-dire que de mettre sur un tableau Excel toute votre activité commerciale de manière très synthétique, comme ça vous a été présenté, avec votre objectif, le réaliser, les actions, le temps que vous y consacrez toutes les semaines, le nombre de contacts, de prospects que vous générez, le nombre de rendez-vous qualifiés que vous faites, le nombre de propals que vous remettez, etc. Et donc d'avoir ça, d'avoir une vision chiffrée sur un tableau au mois le mois, sur un document que vous mettez à jour, ben, quand vous faites ça, dans la durée, c'est un tableau qui prend de plus en plus de valeur et qui, par les chiffres, ils ne mentent pas. Et ça permet vraiment de structurer une démarche dès lors que l'objectif, c'est de vouloir s'améliorer et de développer, bien évidemment. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et pourtant, de la vente, ça fait un paquet d'années que j'en fais, mais ça permet de structurer la démarche, de ne pas s'égarer et de garder le cap. Donc, je suis très content que tu aies partagé ça dans ta masterclass parce que là aussi, ça a fait écho, en tout cas,
chez moi dans la structuration de la démarche. Alors, ça demande de la discipline, de la persévérance, clairement. Mais pour le coup, ça fonctionne. Donc, je ne crois pas qu'il y ait, voilà, pour vraiment définitivement bien répondre à cette question, je ne crois pas qu'il y ait une bonne technique, quelle technique serait plus adaptée ou pas à un débutant. Peut-être un dernier conseil, euh, être conscient de qui on est. Nous sommes tous différents, on n'a pas tous le même âge, des grands, des vieux, des jeunes, des hommes, des femmes, et nous n'avons pas tous les mêmes perceptions des choses. On a un exemple très très concret. Pour certains, contacter un prospect que l'on connaît déjà, contacter un prospect avec une forte recommandation, euh, peut pour certains être très facilitant, pour d'autres être au contraire très stressant. Moi, j'ai été surpris chaque fois que j'ai accompagné des entrepreneurs de constater cette divergence. Pour certains, voilà, je sais pas, on va prendre quelqu'un qui a la chance d'avoir un réseau relationnel fort, parce qu'il est par exemple issu d'une famille où il y a plein d'entrepreneurs. Je vais être enclin à lui dire, bah, écoute, c'est super, regarde, dans ta famille, tu as plein d'entrepreneurs, ton oncle, ta tante, ton cousin, déjà, prospectons toute ta famille. Rien qu'avec ta famille, ça nous fait 25 prospects. Et je me suis rendu compte que c'était parfois un très mauvais conseil. Certains, oui, disaient, bah oui, bien sûr, tu as raison, je me sens à l'aise. Et d'autres, au contraire, le vivaient très mal parce qu'ils disaient, mais je suis mal à l'aise en fait. Ça m'oblige, ça me stresse. Je préfère prospecter des inconnus. Je suis beaucoup moins stressé à prospecter des inconnus. Et ça, nous sommes sur ce point-là, par exemple, très différents. Donc c'est à nous de nous écouter et de sentir. On peut avoir des croyances. Ah ben tiens, regarde, ton service, il serait génial pour les avocats, ça serait bien que tu prospectes les avocats. Et en fait, on a une vieille croyance, un vieux blocage interne, mais une espèce de complexe d'infériorité par rapport à une profession comme celle d'avocat. Ben, c'est important de s'écouter et d'entendre cette gêne-là et de dire, ben non, si pertinent soit-il, je ne prospecte pas les avocats parce que je ne suis pas à l'aise avec cette cible-là. Ou parce que j'ai un a priori sur telle autre cible. Je ne vais pas citer des exemples d'a priori négatifs que j'ai parce que j'en aurais trop, mais on peut exclure une cible que l'on mésestime. Donc c'est important aussi voilà, de s'écouter et d'être conscient de ses limites, de ses croyances, notamment de ses croyances limitantes, et au contraire de ses croyances aidantes. Oui, ah ouais, les architectes, très bonne idée. En plus, les architectes, ils sont sympas. C'est une croyance, mais là, c'est une croyance aidante. Si j'ai la croyance que les architectes sont sympas, eh bien, en avant, prospectons ces gens sympas que sont les architectes. Qui d'ailleurs, c'est pas loin, je suis pas loin d'avoir cette croyance, je trouve, globalement. Et les vétérinaires aussi, j'aime bien les vétérinaires. Super Arnaud, écoute, on a légèrement dépassé Oui, l'horaire, mais c'est pas de ta faute parce que je t'ai interrompu avec les questions. Mais écoute, on arrive à la fin de cette masterclass. Tu connais mon goût pour l'horlogerie suisse, hein, donc je suis. et puis, Encore une fois, merci, l'horloge suisse merci avant 50 ans. exactement. Merci d'avoir participé à cette session. Ceux qui nous regardent en replay, ben, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. La semaine prochaine, on va parler de la boîte à outils du community manager. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2024, être présent, actif, régulier sur les réseaux sociaux, ça devient très, très important pour nos activités. Et donc, on partagera avec Émilie des bonnes pratiques, avec notamment, c'est une masterclass très opérationnelle sur la boîte à outils à utiliser, quels outils, comment, quand, pour du coup parfaire votre présence en ligne sur les réseaux sociaux, mardi prochain de 17h à 18h. Même format. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle soirée. Encore merci Arnaud. Merci tout le monde. À très bientôt. Bonne À bientôt. soirée.